Super, Vanessa aussi, première fois, super, vous êtes dans les académies où vous avez la chance d'avoir le soleil. Est-ce que vous pouvez aussi me préciser le type de concours? J'ai oublié de vous demander, parce qu'il y a des petites spécificités, comme vous le savez sûrement, entre le premier concours externe et le troisième concours externe. Et vous pouvez également me dire si vous êtes en reconversion ou si vous êtes en master math, parce qu'on a des étudiantes qui viennent généralement assister au cours, qui a priori passent le concours donc en 2023. Juliette de l'Académie de Poitiers ou Bordeaux, vous hésitez, d'accord, pour 2023, super. Camille Toulouse pour 2023, Tessa Reims, super, il y a pas mal d'académies représentées. Stéphanie Créteil, super. Ludivine, vous êtes sur Clermont-Ferrand. Mathilde en MMF, super. Donc 2024, très bien, vous anticipez votre préparation, c'est un très bon réflexe. Pareil pour Juliette, d'accord. Très bien, troisième concours, reconversion également sous le soleil. Effectivement, vous avez vraiment bien de la chance de ce point de vue-là. Vanessa, c'est une très belle académie. Émilie est sur Nancy-Metz en reconversion. Super. D'accord. Donc, les profils sont travailler. Peut-être pendant qu'Elsa arrive, on peut faire un petit point sur le concours. Donc, pour ceux qui passent en 2023, vous êtes déjà passé par là, mais pour ceux qui éventuellement passeraient en 2024, si vous avez des questions pendant le live sur comment s'inscrire au concours, ce genre de choses, je suis là pour épauler Elsa. Donc, n'hésitez pas à me les poser dans le chat et je vous répondrai. Et Elsa est prête, super. Donc, je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse vous parler de cette fameuse épreuve d'application. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, j'y répondrai avec grand plaisir. Très bon cours à tout le monde, à très vite. Alors, bonsoir à tous et à toutes. D'abord, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Elsa Diniz-Odorico. Je suis formatrice chez Vocation CRPE depuis quelques années. Et en fait, nous sommes toute une équipe de professeurs et on est tous en fait titulaires du CAFIPEM, c'est-à-dire qu'on est tous maîtres formateurs. On accompagne des enseignants en début de carrière et on est tous aussi jurys de concours. Voilà. Donc, on est une petite équipe, on se connaît, ce qui est pratique aussi pour connaître les compétences des uns et des autres pour vous accompagner. Alors, ce soir, on va parler d'épreuve d'application au CRPE, qui est une épreuve qui est nouvelle, puisqu'au préalable, il y avait deux écrits, maths, français, et on n'avait pas du tout des épreuves d'histoire, de géographie, voilà. C'est une épreuve en plus qui est un peu à part entière, qui est différente en tout cas de l'épreuve de maths et de français, parce que là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Une épreuve qui est plus professionnelle, qui vous indique de non seulement avoir quelques connaissances en histoire ou en géographie, mais surtout, on va le voir, c'est la démarche didactique sur comment transmettre auprès des élèves. Mais vous inquiétez pas, on va voir comment vous êtes accompagné aussi le jour J. Donc, l'épreuve d'application fait partie des épreuves d'admissibilité, c'est-à-dire que vous avez des épreuves écrites, ça vous le savez, qui vous permettent ensuite d'aller aux oraux. Mais évidemment, vous pourrez aller aux oraux. Mais c'est vrai que je ne vais pas mentir, pour l'épreuve d'admissibilité, c'est important d'être un peu accompagné. Parce qu'autant l'épreuve de maths et français, avec vos connaissances, vous pouvez peut-être vous en sortir ou préparer tout seul. L'épreuve d'application, c'est autre chose parce que là, il y a beaucoup plus d'enjeux didactiques. Comment est-ce que je construis une séance en fait avec les élèves à partir des documents, comment est-ce que je pourrais mettre en place une situation pertinente auprès des élèves pour les questionner. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile que les autres épreuves qui vous demandent juste du savoir. Alors, dans cette épreuve écrite d'application, vous avez trois domaines au choix. Vous avez la science, l'histoire géo ou les arts. D'accord? Alors, oui, histoire, géographie et EMC, et enseignement moral et civique. Alors, d'abord, comment… Alors, ça, vous devez déjà le savoir, c'est une épreuve qui est notée sur 20, coefficient 3, 3 heures, coefficient 1, et donc qui a exactement le même coefficient que mathématiques et français. Donc là-dessus, les trois épreuves à l'écrit, même coef. Par contre, souvent, les candidats se demandent comment choisir, en fait, comment choisir la discipline. Et ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Donc, certains, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui le passent dès cette année ou si c'est en prévision pour un passage l'année prochaine. Mais en tout cas, je pense que c'est important de choisir sa discipline assez tôt. Donc, parmi les disciplines, en tout cas, si certains pensent que c'est plus facile d'avoir des points et on a des meilleures notes avec telle ou telle entrée disciplinaire,
il n'y a pas d'énorme différence. On voit bien qu'en sciences, on a une moyenne de 11 avec 11,5 en histoire géo et 11 en art. Donc, il n'y a pas de grande différence. Bon, les notes les plus basses, effectivement, il y a un petit écart de 1,5 à 3. C'est vrai que c'est le double, mais bon, on va dire qu'il n'y a pas un gros écart. Donc, en tout cas, ce n'est pas par les notes que vous devez et le nombre de points que vous devez choisir en fait votre épreuve, puisqu'on observe quand même que les résultats sont somme toute plutôt homogènes. Vous devez tout simplement choisir votre épreuve suivant vos goûts. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Dans quoi vous avez envie d'aller gratter? Le niveau attendu, en fait, c'est un niveau cycle 4, on va dire jusqu'à la troisième. Il y a quelques petites notions qu'on peut retrouver parfois au lycée, mais c'est jusqu'à la troisième. Et donc, du coup, ça demande de réviser effectivement ses connaissances sur certaines entrées disciplinaires et surtout de connaître sur les bouts des doigts, en fait, les programmes d'école élémentaire pour savoir les transpositions didactiques possibles. Bon, je vais essayer de vous présenter un peu plus l'épreuve dans les attendus, dans la forme. Et je vais vous montrer, surtout pour que ça puisse être parlant, des exemples de sujets. D'accord? Donc, je vais essayer de faire avec l'ensemble des disciplines. Donc là, en histoire, géographie, enseignement moral et civique, donc l'épreuve, elle est à chaque fois partagée aussi en deux parties. Vous avez une partie A, par exemple, qui là va être en EMC, ou une partie B qui sera en histoire géo. Mais c'est pour vous montrer un peu, voilà. L'épreuve, en tout cas, dans les enseignements histoire, géographie, enseignement moral ou civique, mais c'est valable aussi pour les autres, elle consiste dans la conception ou l'analyse d'une séquence ou d'une séance d'enseignement. Alors, est-ce que déjà c'est un peu clair pour vous tous quand je dis séquence, séance, est-ce que ça vous parle? Et conception ou analyse, c'est à moi de construire une séance ou une séquence en tant que candidat, soit j'analyse une séance ou une séquence qui est déjà établie. D'accord? Le terme de séance et séquence, est-ce que déjà c'est clair pour vous? Parce que dans le cadre de l'épreuve, c'est important de savoir si on vous demande une séance, ça ne sert à rien d'aller faire une séquence ou inversement. Je ne sais pas si vous écrivez sur le chat, mais moi, là, du coup, je ne vois plus de commentaires. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à en faire ou à m'arrêter si vous avez besoin que je reprenne les termes. OK, merci Stéphanie. Alors, je vais reprendre juste la différence parce que tout ça, ce lexique-là, il est important de l'avoir pour aller aux épreuves. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné parce que là, il faut vraiment avoir une connaissance du terrain. Alors moi, je vais utiliser une figure de style pour faire la différence, enfin non, une métaphore pour faire la différence entre séance et séquence. On imagine que la séquence, c'est une série télé, d'accord? C'est vrai que vous pouvez, voilà. On a l'ensemble, c'est l'ensemble du synopsis, d'accord? Et la séance, ce sera un épisode. C'est-à-dire que, en gros, la séquence, c'est ce que vous allez viser globalement en fait avec les élèves. Mais pour viser ce savoir, vous allez le décomposer en plusieurs séances avec des objectifs précis. Et dans chaque séance, on va avoir un objectif et on avance pas à pas pour aller vers la compétence globale de la séquence. Est-ce que ça vous parle un petit peu là déjà? C'est une manière de décomposer le savoir. Donc, parfois, on va être à l'échelle de la séance. Et donc, à l'échelle de la séance, ben, là aussi, il va falloir apprendre les différentes phases d'une séance, comment on fait une phase de lancement. Forcément, on est obligé de voir les mises en commun. Et donc, du coup, on est obligé de faire ce qu'on appelle de la pédagogie, c'est-à-dire avoir comme une connaissance de l'enseignement. Quand on vous dit, par exemple, qu'on les met en groupe, d'accord, mais quelle modalité de groupement? Est-ce que c'est en binôme à deux ou en petit groupe ou en grand groupe? Et donc, tout ça, on vous accompagne non seulement sur les savoirs d'histoire, géographie et EMC, mais on vous accompagne aussi sur les modalités pédagogiques. Comment est-ce qu'on met en place? Si vous créez une séance, Marie, oui, il est pertinent de le situer dans la séance, de la séquence, voir ce qui a été vu au préalable et quel prolongement il peut y avoir. Oui, mais ça, des fois, c'est précisé dans le cadre du sujet. Donc, il y a
une partie, généralement, il y a souvent une question qui est plus d'ordre, on va dire, un peu plus théorique, qui va aller chercher un peu votre savoir, et une autre entrée qui est très pédagogique et didactique, d'où l'importance d'être accompagné. Alors là, je vais vous montrer, en fait, je vais vous emmener un peu au concours et je vais vous montrer la présentation en fait d'un sujet. Voilà la feuille que vous aurez le jour du concours et il faudra bien respecter les modalités. Et vous voyez bien ici que vous allez devoir choisir, faire le choix du candidat. Et donc, du coup, et vous avez une deuxième case, une case de repentir. Si je me trompe, j'ai coché sciences technologies, puis qu'au final, en fait, je prends histoire géo, c'est la deuxième colonne qui va compter. Moi, je vous invite à certainement pas choisir le jour de l'épreuve. Il faut anticiper ce choix pour pouvoir travailler pleinement une discipline. Il y a quand même beaucoup de choses à revoir. Donc, dans le cadre de Vocation CRPE, en fait, on a un certain nombre de vidéos pour vous accompagner, plus quelques lives comme celui de ce soir, dans chaque champ disciplinaire. Et c'est quand même relativement dense. Donc, moi, je vous invite à ne pas vous éparpiller, à choisir un domaine que vous appréciez pour pouvoir comment dire, approfondir vos connaissances, parce qu'à côté, vous aurez déjà plein de choses à découvrir sur un plan pédagogique et didactique. Comment est-ce que j'aborde un document avec des élèves? Comment est-ce que je fais l'analyse de documents? Quel type d'outils je vais pouvoir créer avec eux? Quelle place je vais laisser à l'élève dans la construction de leur savoir dans une démarche scientifique? Comment est-ce que je mets en place telle ou telle expérience? En art, comment j'analyse une œuvre? Comment je leur fais créer? Enfin, il y a tellement de choses à voir qu'il vaut mieux pas trop s'éparpiller. Là, je vous ai mis du coup les consignes qui vous sont données le jour du concours, mais comme ça, avec le stress, ça vous permet d'être déjà un peu plus à l'aise sur les modalités. Alors maintenant, je vais repréciser un peu pourquoi être accompagné sur cette épreuve. Parce que sur cette épreuve, le jury, contrairement en maths ou en français, alors bien sûr, on continue à évaluer vos capacités à l'écrit, qu'on soit clair, mais là, on va surtout, au-delà d'évaluer vos compétences scientifiques, c'est-à-dire le savoir à l'état brut d'histoire, de géographie et de sciences, on va évaluer vos compétences didactiques et pédagogiques. Or, ça, c'est vraiment très professionnel. Ça demande d'avoir un peu une connaissance de terrain et c'est plus difficile à percevoir sans accompagnement, je trouve. Là, on est vraiment dans une pré-professionnalisation dès le début des épreuves d'admissibilité. Et voilà, parce que c'est bien beau de tout connaître sur tel personnage historique, mais à un moment, savoir comment je le transmets aux élèves, c'est un petit peu autre chose. Et puis nous aussi, on vous aide à faire du tri. Parce qu'en fait, quand on se dit, bon ben voilà, imaginons, on doit faire, je sais pas, la respiration en sciences, ben, on va vous aider à décrypter quelles sont les informations les plus importantes, quel est le lexique à retenir. On vous aide indirectement à guider vos révisions. Pareil pour l'histoire, c'est tellement large et tellement vaste, on va se centrer en fait sur les informations les plus importantes à retenir. Ça vous permet d'avoir un gain de temps dans la construction de votre savoir et pas partir aussi dans tous les sens parce qu'on pourrait passer, 2-3 mois sur la période de la Révolution française, par exemple. Là, nous, on va voir que non, on va retenir ça, c'est trop compliqué pour des cycles 3. Donc, on vous aide à aussi décrypter un peu le savoir. Alors maintenant, je vais vous présenter un peu le contenu des différentes épreuves. Et pour ce faire, je vais vous montrer en fait des exemples de sujets qu'on peut avoir dans chacune d'entre elles. Donc, comme je vous l'indiquais précédemment, dans ce qui est attendu en termes de savoir en sciences, donc c'est du cycle 3 et du cycle 4. Donc, on a aussi de sciences et vie de la Terre et technologie au cycle 4. Donc, il va falloir, mais ça aussi, vous êtes accompagné par Stéphanie, qui fait en fait un certain nombre de vidéos avec les contenus. Et on va effectivement jusqu'en troisième pour les savoirs fondamentaux en sciences. En histoire-géographie UEMC, pareil, on est sur du cycle 3 et cycle 4, sachant qu'à chaque fois, les notions qui sont vues en cycle 3 sont revues en cycle 4 avec un peu plus d'approfondissement. Dans l'épreuve d'application sur les arts, là, en fait, c'est sur les programmes d'enseignement du cycle 1
beaucoup, et tout ce qui est cycle 2, cycle 3. Par contre, dans les épreuves d'art et d'application, on a 3 entrées. On a l'art musical, on a l'histoire des arts et on a tout ce qui est activité artistique, donc la pratique. Donc, il y a un peu 3 entrées. Alors maintenant, un petit peu plus les attendus pour chaque épreuve. Je vais vous donner en fait là l'espèce de grille en fait qui nous indique un peu réellement ce qui est attendu dans les. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver dans certains rapports de jury, ce que le jury va analyser dans le cadre de votre copie. Il va voir si vous maîtrisez les termes scientifiques. Quand je dis scientifique, ça peut être valable pour les arts ou pour l'histoire, hein. C'est-à-dire, est-ce que vous utilisez, vous comprenez les termes du sujet? Est-ce que vous êtes capable d'utiliser un lexique spécifique? Est-ce que vous êtes capable de vous appuyer sur le corpus qui vous est proposé, à savoir, vous avez quand même pas mal de documents qui vous sont donnés. Et là aussi, on apprend toute la méthodologie pour apprendre à vite décrypter des documents. Comment est-ce que je fais pour les ranger, les classer, les trier et les réexploiter? Donc, comment est-ce que vous exploitez les documents dans le cadre de votre argumentation? Est-ce que dans le cadre de votre séance, vous énoncez bien les objectifs de travail et est-ce que vous êtes bien dans le cadre du sujet? Est-ce que vous êtes capable, c'est un peu ce que demandait Marie aussi, de placer la séance donc, au sein d'une progressivité et est-ce que vous êtes capable de faire de la transdisciplinarité? C'est-à-dire, c'est de faire du lien avec d'autres champs disciplinaires. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai dit l'exemple de la Révolution française en histoire. Je vais faire un lien avec l'éducation morale et civique pour la construction du citoyen. Je peux faire aussi un lien entre les sciences. On peut faire un lien avec le PS ou l'éducation physique et sportive. Les sciences, on peut aussi faire un lien avec le parcours santé et du coup indirectement citoyen. Enfin voilà, c'est toutes les parallèles que vous pouvez faire dans d'autres champs disciplinaires. Est-ce que les mises en œuvre concrètes, c'est-à-dire ce que vous proposez concrètement aux élèves, est adapté à l'âge de l'élève et à la situation? Est-ce que vous avez pensé au rôle de l'enseignant dans le cadre de son enseignement, notamment en termes d'étayage? Est-ce que vous avez anticipé les difficultés auxquelles l'élève va s'exposer? Est-ce que vous proposez des outils? Mais ça, tout ça, en fait, on le voit ensemble. Et c'est pour vous indiquer qu'il ne suffit pas juste de décrire. On cherche quand même à ce qu'il y ait une forme d'analyse et de justification des choix que vous mettez en œuvre dans le cadre de votre enseignement. Bien évidemment, on vous demande une culture personnelle et c'est là où il faut connaître les textes institutionnels, donc les programmes, mais ils sont donnés dans le cadre des sujets. Par contre, le fait de vous les approprier en amont, savoir exactement ce qui est attendu, ça va aider. D'accord? Témoigner d'une culture personnelle, bon là, ça va être un peu votre savoir à vous, c'est-à-dire être capable d'aller au-delà des documents. Mais les documents donnent quand même pas mal d'informations. Mais je vais aller beaucoup plus vite si j'ai déjà un peu de savoir. Et puis après, ça, c'est comme pour toute épreuve. Est-ce que vous structurez votre écrit? Est-ce qu'il est bien écrit? Est-ce que vous maîtrisez le vocabulaire spécifique? Et est-ce que vous êtes capable d'argumenter vos choix? Voilà. Bon, est-ce que vous êtes extrêmement surpris là, par cette grille d'attendus? Moi, je trouve ça bien qu'on sache exactement ce qu'on attend de vous. Ça peut paraître énorme vu comme ça, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est juste bien comprendre comment est-ce qu'on construit une séance ou une séquence avec les différentes phases, et puis ensuite utiliser le vocabulaire, bien entendu, bien adapté. Le seul truc, c'est que là où il ne faut pas perdre trop de temps, c'est dans l'analyse en fait, des documents. Être capable de vite faire des choix et puis être capable de les argumenter. Ça va pour vous ou pas? Dites-moi, pour pas… Donc là, je vais vous montrer quelques exemples de sujets. D'accord? L'idéal serait pour vous, en tout cas, assez rapidement, de vous situer dans les champs disciplinaires choisis. Voilà. Alors, par exemple, l'épreuve des arts. Donc, pour l'épreuve des arts, comme pour les autres, 3 heures, soit on a histoire des arts plus éducation musicale, soit on a éducation musicale plus art plastique, soit on a art plastique plus histoire des arts. D'accord? En tout cas, à chaque fois, vous aurez 2 entrées
et du coup 2 sous-domaines des arts. Alors, un exemple de sujet. Alors, moi, je ne suis pas experte dans le domaine des arts. Pour ça, vous serez accompagné de Virginie et Eric, qui sont tous les deux complètement experts dans ces champs disciplinaires et qui, du coup, vous apportent à la fois leurs connaissances théoriques du savoir, mais aussi toutes les connaissances didactiques auprès des élèves. Comment est-ce que je fais pour aborder une œuvre avec des élèves? Comment est-ce que je fais pour monter un chant en canon à plusieurs voix en éducation musicale? Comment je fais pour analyser une œuvre et favoriser l'écoute des élèves en éducation musicale? Enfin, peu importe, eux, en tout cas, ils connaissent toutes les modalités pour travailler avec des élèves. Donc là, on avait une première composante art visuel, cycle 1. Et pour ça, vous avez un dossier quand même de plusieurs pages pour vous appuyer dessus. Et une composante 2, éducation musicale, cette fois en cycle 3, avec un dossier de 6 à 10 pages. Donc, en tout, vous avez vu que vous avez de la page 6, vous avez 10 pages de documents entre la composante 1 et la composante B. On vous demande, en tirant parti des éléments fournis dans le dossier joint, vous effectuerez une analyse critique de la fiche de préparation présentée dans le document 1. Et vous appuierez sur le programme suivant, voilà, production d'art plastique, s'exercer. Votre analyse permettra d'éclairer le jury sur votre connaissance du cadre réglementaire et des conditions spécifiques d'enseignement en maternelle. Ça veut dire aussi qu'il faut être capable de présenter rapidement le cycle 1 et les attendus, les modalités d'apprentissage spécifiques au cycle 1. D'accord? Vous avez en général des documents qui vous aident et qui vous guident, mais il va falloir aller vite chercher des informations. D'accord? Ça va? Vous êtes surpris là par le sujet ou ça va? Donc là, on est vraiment beaucoup dans du pratico-pratique. Mais à l'intérieur du pratico-pratique, vous allez injecter votre savoir. D'accord? C'est forcément, il va falloir utiliser les bons termes. Donc là, autre sujet, vous appuierez sur les points suivants, la matérialité de l'œuvre, les qualités physiques de l'œuvre. Et donc là, on regarde bien à chaque fois, il y a les termes analyse, critique, voilà, l'enseignement d'art plastique au cycle 3. Donc, vous avez un certain nombre de documents où là, vous appuyez sur les points du programme suivant, jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptines et de chansons. Voilà comment, en gros, on fait pour travailler ça en fait avec les élèves. Donc, on vous demande de proposer une fiche de préparation en vue d'une séance. Donc, une fiche de séance en vue de préparer une séance sur les univers sonores en cycle 1. Donc, c'est très concret et relativement pointu. Donc, pour bien se préparer à cette épreuve, en fait, les candidats, d'abord, là, c'est des conseils donnés par le jury, bien connaître le programme du cycle 1 au cycle 3, bien lire les programmes, être capable de décrypter en fait les attendus, utiliser du coup un vocabulaire spécifique. Donc, après, en tout cas, le choix entre art et tout ça, il y a un peu moins de personnes qui se lancent apparemment sur l'enseignement des arts. Mais là, après, vraiment, c'est à vous de choisir ce qui vous intéresse le plus. D'accord? À chaque fois, ce qui est important, c'est de voir comment est-ce qu'on mène ces apprentissages, que ce soit en primaire ou en élémentaire, en primaire ou en maternelle, pardon. Et toujours ces capacités d'analyse, il ne suffit pas juste d'écrire une séance, il va falloir justifier un peu pourquoi. Alors du coup, je vous ai mis un petit peu là, dans les rapports de jury, qu'est-ce qu'indiquaient les meilleures copies en fait? Qu'est-ce qui détermine une copie meilleure qu'une autre? Alors, ce qui ressort des copies les mieux réussies, alors là, que ce soit en art, mais on peut le retrouver aussi dans les autres champs disciplinaires, dès que c'est bien structuré ou organisé. C'est-à-dire que même si vous avez 2 questions, pour chacune des questions, il faut faire une courte intro, il faut ensuite dérouler, faire une petite conclusion. Même dans le cadre d'une séance, bien prendre le temps d'avoir une composition vraiment structurée, organisée. La fiche de préparation, la fiche de séance, on peut aussi faire un peu vraiment sous forme de tableau, bien donner les différentes étapes, faire une colonne, par exemple, avec le temps, une colonne avec le matériel, une colonne avec modalité de groupement. Mais tout ça, justement, si vous savez le faire avant le concours, vous allez gagner du temps largement le jour J.
Donc, une composition bien structurée, organisée, d'avoir forcément de l'analyse critique, mais du coup argumentée, penser à la notion d'évaluation auprès de l'élève, donc l'évaluation du point de vue de l'élève et du point de vue de l'enseignement. Penser à la place de l'élève, est-ce qu'il verbalise son savoir, ce qu'il apprend, voilà, et penser aussi à réaliser une conclusion. Donc, bien évidemment, il faut être capable d'écrire correctement, hein, ça c'est dit à chaque fois, et de savoir si vous avez quand même quelques petites connaissances sur la discipline. Mais vous avez vu que le plus gros morceau, c'est surtout l'analyse critique et de la mise en œuvre, de l'évaluation. Enfin, vraiment, là, on est dans de la didactique à l'état pur. En tout cas, là, on voit bien l'utilisation d'un vocabulaire spécifique aux arts plastiques. Voir aussi que vous êtes vraiment dans le cadre institutionnel, que vous mesurez l'inscription dans une classe, un cycle ou un parcours, parce qu'on a aussi on a le parcours citoyen, mais on a le parcours artistique aussi pour l'élève. Donc, on fait le lien avec le PEAC. Voilà, que vous avez du coup des connaissances un petit peu institutionnelles qui sont aussi posées. D'accord? Est-ce que ça va toujours avant qu'on passe aux sciences? Alors, les épreuves, elles ne sont pas forcément toujours présentées exactement de la même manière suivant les entrées disciplinaires ou suivant les sujets. Donc là, par exemple, en sciences, on vous donne en fait là, c'est un exemple de sujet, hein, un gros dossier, et puis avec pas mal de documents. Et puis ensuite, en fait, il y a plusieurs parties. Là, je crois il me semble que dans ce sujet-là, il y a 3 parties. Et on vous demande quelles sont les caractéristiques des plastiques. On vous demande que deviennent les déchets. Pardon. Et donc, du coup, là, on a des fois un peu plus de guidage, puisque là, on avait à peu près le nombre de points à partie. Alors, les points, ils ne sont pas donnés normalement, hein. Vous savez que vous avez le nombre de parties, mais on ne vous donne pas le nombre de points. Et donc là, les caractéristiques des plastiques, là, il va falloir développer et trier les documents suivant ce qui vous est demandé. Là, c'était les déchets plastiques et du coup en lien avec la tortue marine et une solution robotisée innovante. Donc, on a 3 parties dans lesquelles il faut quand même rédiger, s'appuyer sur différents documents pour pouvoir étayer ses propos. Du coup, il faut quand même avoir des connaissances, mais vous pouvez vraiment vous appuyer là-dessus. Donc là, les conseils qui sont donnés sont les mêmes. Connaître parfaitement les programmes et les attendus du cycle. Et pour ça, avec Vocation CRPE, vous êtes accompagné pour décrypter ces programmes, décrypter ce lexique, avoir une maîtrise des contenus scientifiques et surtout, bien connaître aussi la démarche scientifique et didactique. Comment est-ce qu'on l'aborde en fait, comment est-ce qu'on aborde la démarche scientifique, la démarche d'investigation avec les élèves. Bien travailler la rédaction de vos réponses avec toujours une phrase de cours d'introduction, de conclusion. Bien gérer son temps aussi et être capable de lire attentivement chaque question pour éviter les hors-sujets. Apparemment, c'est ce qui a pénalisé aussi certains élèves. Éviter tout ce qui est paraphrase et puis s'appuyer sur les supports pour analyser et étayer ses propos. Être capable aussi des fois, là, dans le cadre de la science, on l'a moins dans les autres champs disciplinaires, d'élaborer en fait un schéma, d'y placer un titre, une couleur, voilà. Et après, on a toutes les mêmes problématiques que pour les autres champs disciplinaires aussi, en lien avec l'élève et la didactique. Maintenant, l'épreuve histoire, géographie, UMC. Alors là, c'est un peu comme dans les arts. Ah oui, dans sciences, on a sciences et technologies, hein. On a sciences, technologie et développement durable qui sont imbriqués. En histoire, géographie, UMC, on peut soit avoir une épreuve avec une partie histoire, l'autre partie géo, une partie histoire, une partie UMC, ou alors on peut avoir géo et EMC, ou EMC et juste histoire. Voilà. Enfin, en tout cas, vous avez une composante de chaque. Alors, petit exemple, on ne vous donne pas toujours le nombre de points, mais voilà, des fois ça apparaît, des fois ça apparaît pas, mais je ne suis pas sûre qu'on vous le donne forcément. Donc là, la première composante, en plus c'est compliqué, c'est parce qu'à l'intérieur de chaque composante, vous pouvez avoir 2 questions.
une qui va plus faire émerger votre savoir à l'état brut et l'autre qui va un peu plus sur la transposition didactique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait passer ce savoir-là auprès des élèves. Donc là, c'était à partir du dossier documentaire, identifier et définir les mots essentiels, les notions essentielles qu'il faudrait découvrir et comprendre aux élèves lors du traitement du thème 2 du programme de géographie, communiquer d'un bout à l'autre du monde grâce à Internet. Alors, généralement, les programmes vous sont donnés dans le cadre du dossier. Mais là, il va falloir définir les notions, comprendre les enjeux de ce programme et être capable de développer un petit peu autour du programme. En question 2, ben là, il va falloir rédiger une séquence. Donc là, je ne fais pas un seul épisode, je prévois mes 6 épisodes au moins pour travailler cette notion-là. Et du coup, il faut à vous de préciser justement le nombre d'épisodes, le nombre de séances dont vous avez besoin, le titre, l'objectif de chacune et en gros, quel document vous allez utiliser à l'intérieur de chaque séance. Par contre, on ne vous demande pas de tout détailler à fond parce que vous n'aurez pas le temps, mais on doit avoir une progressivité un peu des apprentissages et vous allez découper un petit peu en morceaux importants. La composante éducation morale et civique, donc là, c'était sur 8 points. Là, on passe complètement sur un autre sujet. On tombe sur le harcèlement à l'école en CM2 et on vous demande en fait comment est-ce que vous faites, quelles pistes d'action et quelles actions vous pourriez mener pour travailler. Donc, vous appuyez à la fois sur vos connaissances personnelles et sur les documents pour d'abord définir ce qu'est le harcèlement, comment est-ce que je pourrais donc là, publier, c'est des messages sur les réseaux sociaux, donc tout ça, il faut le prendre en compte. Comment est-ce que je vais travailler au sein de l'équipe, avec les parents d'élèves, avec les élèves. Donc, il va falloir que je prenne en compte les différents acteurs pour indiquer les pistes que le document 8 permet de travailler. Donc, il faut reprendre bien les pistes qui sont à l'intérieur du document. Ensuite, vous décidez d'organiser ultérieurement, dans une démarche d'enseignement moral et civique et d'éducation aux médias et à l'information, une séance consacrée à l'usage raisonné d'Internet en vous aidant du document 10. Là, c'est chouette parce qu'il vous oriente en vous disant que c'est tel et tel document sur lesquels il faut s'appuyer. Et là, vous devez construire une séance d'apprentissage qui est liée aux EMI, c'est-à-dire à l'apprentissage, à la sensibilisation des usages d'Internet. Voilà, donc vous avez 3 heures pour faire les deux. Donc, il y a un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander de développer, parce qu'on ne va pas vous demander de faire 4 pages sur communiquer d'un bout à l'autre du monde grâce à Internet. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut bien répondre avec pertinence aux questions, rester au plus proche du sujet. Et puis, il va falloir être quand même relativement rapide du coup, pour pouvoir tout traiter. L'avantage, c'est que du coup, on ne va pas vous demander de rédiger des pages et des pages. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut être rapide, synthétique et bien lire les sujets et bien trier les documents en amont. Donc, là où c'est important, je pense, d'être accompagné, c'est dans tout ce qui est conception et analyse de séances et de séquences. C'est-à-dire parmi ce savoir, déjà, quand même, ce savoir, qu'est-ce qu'on va en garder, qu'est-ce qui est le plus important, parce que du coup, ça vous permet de trier les notions. Et puis, c'est aussi surtout l'analyse de ces conceptions, en fait. Qu'est-ce que je peux faire réellement pour travailler tout ça? Et puis, comment est-ce que j'exploite un document aussi sans le paraphraser? Dans beaucoup de rapports du jury, ça se ressort. Il y a un moment, certes, vous allez en déduire quelque chose et comment est-ce que vous allez le reformuler avec vos propres mots? Comment est-ce que vous allez pouvoir l'exploiter? D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il va falloir, en amont des épreuves, bien connaître les programmes du cycle 2, du cycle 3, et bien connaître aussi, vous, avoir quand même quelques notions clés de l'entrée disciplinaire. Donc, il va falloir réviser un petit peu. Mais par contre, ne vous inquiétez pas, il y a plein de choses qui reviennent et on comprend beaucoup plus vite, en fait, quand on revoit des notions adultes. Donc là-dessus, vous inquiétez pas. Par contre, c'est vrai que voilà, il faut un petit peu s'organiser, faire des petites fiches, mais justement, à l'aide des cours de vocation CRPE, en fait, on vous aide, vous avez des vidéos, en plus que vous pouvez revoir en fait à votre rythme, et ça vous permet en fait d'élaborer vos fiches de révision. Et vous gagnez du coup énormément de temps. On vous trie le savoir en amont.
Alors, dans l'analyse de documents, ce qui n'est pas facile, c'est que vous pouvez avoir quand même pas mal de documents. Là, regardez le dossier documentaire, on a 12 documents. Donc, parfois, vous avez vu qu'il y avait 10 pages des fois de documents quand on vous dit de telle page à telle page. Alors, il faut très vite les trier, celles qui vont correspondre à la question A1 ou B1 ou 2A, 2B, pour savoir comment vous allez l'utiliser. Mais dans la construction aussi avec les élèves, savoir quel support vous pourriez utiliser avec eux, qu'est-ce qui est approprié, adapté en fait à l'âge des élèves. Vous avez aussi quasiment tout le temps dans le dossier documentaire un extrait des programmes. Ça vous permet quand même de réviser un petit peu les contenus d'enseignement, de ne pas taper trop à côté, mais bien évidemment, vous allez aller au-delà de ces connaissances qui sont données dans le cadre des programmes. Ensuite, il y a des documents, c'est très bien, mais il va falloir aussi apprendre à présenter des documents. Dans le cadre de nos cours à vocation, on fait aussi un tout petit peu de méthodo pour vous rappeler comment on présente un document. Donc là, par exemple, j'ai un document, j'ai un titre, j'ai un auteur, j'ai l'ouvrage d'où est extrait et la date. Et donc, du coup, ça permet voilà, de dire le document 1 est un texte écrit par Platon au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui parle de l'éducation des jeunes Grecs dans son livre Protagoras. Ça évite d'avoir la lourdeur, de varier la manière de présenter les documents et de tout donner. Aussi, de respecter le cadre académique, à savoir que le texte, il est souligné, l'auteur aussi est souligné, la source, elle peut être en italique ou soulignée, voilà, pour montrer en fait un petit peu les règles de présentation d'un ouvrage. Voilà un exemple de fiche qu'on peut avoir dans le cadre de la méthode. Maintenant, je vais vous présenter, alors en gros, ce que propose Vocation CRPE, en fait, la trame des cours, la trame générale et ce qu'on peut retrouver à l'intérieur des différents cours. Donc, Vocation CRPE propose d'abord donc, il y a des exercices d'application qui permettent de réactiver un petit peu le savoir, mais surtout des mises en situation avec des concours blancs, donc qui vous permet en fait de vous exposer un peu. Alors au début, vous allez voir, le premier concours blanc dépasse largement le temps, c'est très compliqué. Et puis après, tout doucement, on gagne en méthode et on arrive à gérer le temps. On ne démarre pas par des concours blancs, on démarre d'abord par des devoirs qui sont à rendre régulièrement et on étale. On sait très bien que vous avez aussi autre chose en parallèle, que vous avez des fois une famille, un boulot. Donc, du coup, on étale les différents moments et quand on fait un devoir, par exemple, on va vous donner juste la première partie. On ne va pas vous donner, par exemple, on va vous donner juste une composante histoire, pas une composante histoire et géographie, où ce sera un peu trop lourd. On y va progressivement. Et ça vous permet de passer du devoir à peu des concours blancs. Voilà. Vous avez aussi, mais là, ce n'est pas pour les épreuves d'application, mais des sessions d'oraux blancs aussi en petits groupes pour les autres épreuves, pour vous aider aussi à préparer. Vous avez la possibilité, parce que comme vous avez vu, dans le cadre de cette épreuve d'application, c'est important d'avoir une connaissance du terrain. Donc, vous pouvez très bien demander des conventions de stage pour commencer à aller voir, déjà voir si les métiers vous plaisent et si vous seriez heureux en tant qu'enseignant. Mais c'est surtout, ça vous permet, par exemple, d'aller des fois tester des petites choses ou d'aller observer par exemple, une séance, si vous êtes en sciences, d'aller observer une séance en sciences dans une classe, par exemple. Et puis, Vocation voilà, vous accompagne de manière relativement individualisée. Vous avez vraiment des échanges directs qui sont possibles pour assurer aussi votre suivi. On n'est pas une grosse entité, donc ça vous permet quand même de vous sentir un peu plus soutenu parce qu'en fait, préparer un concours ou avoir une reconversion professionnelle, c'est un gros projet. C'est top de le faire et c'est très courageux de votre part de vous lancer. Mais du coup, ça demande un peu plus, je trouve que ça demande d'être aidé, d'être cadré, notamment pour un planning. Là, vous n'avez pas à faire un planning de révision. Tout est fait. Vous savez que tel jour, on voit telle chose. On avance au fur et à mesure. On sait quand est-ce que là, ça, on doit attendre. On le verra plus tard avec vous.
Donc, ça nous permet vraiment d'être accompagnés aussi dans la temporalité. Vocation CRPE, en fait, sont que des formateurs de terrain. Donc, c'est ce que je vous disais en amont. On est tous maîtres formateurs, on accompagne tous en fait des enseignants stagiaires et on est tous encore sur le terrain, soit en tant qu'enseignant, en tant que directeur d'école, en tant que conseiller pédagogique, maître formateur. Et on a tous été ou on est tous jury de concours. On a déjà été plusieurs aussi à rédiger des sujets de concours. Donc, on connaît bien les attendus. Euh, on vous aide justement à avoir vraiment vous proposer des situations vraiment pédagogiques, didactiques, des situations concrètes. En fait, on vous prend par la main pour vous faire découvrir par la petite porte, on vous fait rentrer dans une classe en fait. Ça nous permet de vous montrer des supports d'élèves et de vous accompagner aussi là-dessus. Avec Vocation CRPE, vous êtes dans une promo qui est vraiment à taille humaine. On est, voilà, bon, je suis sûre, vous n'êtes pas tout seul, mais c'est à taille humaine, donc ça vous permet de vous sentir soutenu, ça vous permet aussi d'échanger aussi entre vous. Je crois que c'était David qui le disait précédemment, ça permet aussi d'avoir un petit groupe de soutien et de s'encourager, de partager aussi, d'échanger des savoirs. Vous aurez à la fois des cours en vidéo, mais aussi des cours en live. Et ces cours en live, là, comme vous avez avec moi ce soir, ça vous permet de poser des questions aussi en direct dans le cadre du cours, mais ça vous permet aussi comment dire, de pouvoir le revoir après quand vous voulez. Donc, il y a les deux. Le live, c'est bien parce que ça vous permet d'avoir des interactions avec le professeur. Des fois, on fait exprès de vous faire interagir. Et puis, en même temps, ça vous permet aussi de pouvoir le revoir dans le cadre, mais refaire vos fiches. Comme je vous l'avais dit précédemment, je trouve que ça, c'est un énorme avantage. En tout cas, pour ma part, c'est un énorme avantage. C'est une planification de votre travail. Donc, du coup, ça, c'est essentiel. Et vous avez un accompagnement de proximité, vous avez un interlocuteur. Quand il y a un problème, vous pouvez demander, qui ensuite peut transmettre aussi aux enseignants. Donc, voilà. Préparation post-admission. Alors ça, c'est quelque chose auquel je crois et qui est très important. Post-admission, c'est parce qu'en fait, vous pensez tous à avoir le concours, ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Mais une fois que vous avez votre concours, bah, ce n'est pas forcément évident d'être tout seul dans la classe. Oh, je vais avoir comment je prépare ma rentrée, la réunion avec les parents, comment est-ce que je fais ça? Bah, la vocation CRPE continue de vous accompagner à appréhender cette rentrée sereinement, à aussi vous accompagner dans cette année de stagiairisation puisque vous avez des visites, vous êtes vraiment titulaire complètement du concours une fois passé la première année. Donc, on vous aide à lire les bulletins de visite, à lire les attendus pour que vous puissiez surtout avoir une entrée un peu plus sereine dans le métier. Voilà, j'ai essayé de vous présenter en tout cas cette épreuve d'application. Essayez surtout de choisir un domaine que vous aimez, qui vous intéresse, dans lequel vous avez envie d'apprendre, parce que c'est surtout ça l'essentiel. Voilà. Et pour ce faire, vous allez être accompagné. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, notamment après, je vais laisser la parole à Mélina pour tout ce qui est financement, parce que moi, je suis là que pour le côté pédagogique. Et donc, Mélina, si tu veux, je te laisse. Oui, je veux bien. Merci. Est-ce que tu peux passer sur la slide d'après? Ça ne va pas durer très longtemps. Alors, vous avez cette slide très compliquée parce qu'en fait, il y a des différences de financement en fonction de chaque type de profil. Donc, notamment, ce soir, il y a des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Sachez qu'il y a une partie de la préparation qui concerne la certification en langue française, le Robert, et la préparation au français du CRPE, qui est finançable par le CPF. Vous aurez dans tous les cas à autofinancer la préparation aux autres matières, mais vous avez une partie de la préparation qui est finançable par le CPF. Et après, sinon, vous avez bien sûr la possibilité d'autofinancer à 100% votre préparation, en sachant que là, on vous proposera bien sûr d'échelonner votre paiement. Donc, sur cette slide, vous avez les tarifs pour la préparation 2024, mais pour les personnes qui préparent le concours en 2023, sachez qu'on propose des petites formules 100% concours blanc si vous voulez faire des petits écrits vous mettre dans de bonnes conditions pour la dernière ligne droite du CRPE et on vous proposera également une formule 100% euros. En sachant que Elsa ne me contredira pas, mais il est très important de vous y prendre dès maintenant pour préparer les euros et de ne pas attendre d'avoir passé les décrits pour vous pencher sur cette question. Exactement. C'est quasiment impossible c'est quasiment, je vais le dire, hein,
c'est quasiment impossible de préparer les oraux entre les écrits et les oraux. Le contenu est trop dense. Il y a beaucoup, beaucoup de pédagogie, beaucoup, beaucoup de situations extrêmement concrètes avec un vocabulaire bien attendu. Et donc, du coup, il faut commencer la préparation des oraux bien en amont. Et en plus, la préparation des oraux aide aussi aux écrits, puisque dans l'épreuve d'application, on a pas mal de didactique et de pédagogie. Donc, si, du coup, tout se travaille un peu en parallèle. La construction d'une séance, d'une séquence, la place des élèves dans les apprentissages. Donc, du coup, une fois que vous avez tout l'état d'esprit, ça vous aide tant pour l'écrit que pour les oraux. Mais les oraux, clairement, il faut commencer avant. Ça, c'est sûr. Indéniable. Avant, c'est maintenant. Vraiment, c'est vraiment Avant, maintenant ouais, si vous n'avez c'est pas vrai. commencé. Voilà. Il faut Exactement. vraiment y aller. Avant, c'est maintenant. Ça, c'est sûr. Exactement. Donc, c'est sûr, enfin, n'hésitez pas, vous prenez vraiment ce conseil si vous passez le concours en 2023. Et bien sûr, pour ceux qui passent en 2024, en fonction de votre situation de manière générale, plus vous vous y prenez tôt, mieux c'est. Ça nous laisse plus de temps pour vous accompagner. Ça vous permet d'aborder le concours de manière plus sereine et du coup, bien sûr, d'augmenter vos chances d'avoir le concours du premier coup. Pour revenir à la question strictement du financement, pour les personnes qui n'auraient pas la possibilité de financer l'intégralité de la préparation, vous avez le programme Égalité des chances, qui est un programme qu'on a en interne, qui est une enveloppe mensuelle qui nous permet d'accorder des réductions sur le dossier aux personnes qui nous en font la demande. Donc, n'hésitez pas à remplir ce formulaire qui est dématérialisé, ça vous prendra une vingtaine de minutes et c'est sans engagement. Donc, si on fait une proposition et que ça ne vous convient pas, on en reste là, mais ça peut vous permettre d'avoir une piste pour financer votre préparation. Si vous souhaitez vous faire accompagner pour mettre toutes les chances de votre côté d'avoir le concours, mais que vous n'avez pas forcément le budget. En sachant que là, pour ceux qui s'y prennent pour 2024, vous avez aussi la chance d'avoir le temps de demander des financements de type Pôle emploi, de type région pour ceux qui sont en Île-de-France, le CPF public également, en sachant que ces financements ne sont pas automatiques, ils peuvent être assez longs. C'est des démarches qui sont effectivement assez longues, mais vous pouvez avoir une réponse positive. Donc, ça peut valoir le coup de tenter. Si jamais vous êtes dans une de ces situations, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour qu'on puisse vous guider. Et de manière générale, vous avez le petit lien qui est ici que je vous remets pour que vous puissiez prendre un rendez-vous individuel avec moi ou avec mon collègue Frédéric pour qu'on puisse répondre à vos dernières questions, que ce soit sur votre profil, sur la préparation, la manière dont on va vous accompagner ou bien sûr sur tout ce qui touche au financement. Si vous avez peut-être des questions sur tout ça, que ce soit quelques dernières petites questions pour Elsa, sur tout ce qui touche à l'épreuve d'application plus largement au concours ou des questions sur le financement ou l'accompagnement qu'on vous propose. Dites-nous tout, on attend encore quelques minutes, une ou deux petites minutes. Bon, j'espère que je ne vous ai pas fait peur avec l'épreuve d'application. Hein, c'est tout à fait abordable. Voilà, ça demande juste d'être bien accompagné et cadré dans le temps. Mais c'est tout à fait jouable de très bien réussir. Vous l'avez vu avec les notes aussi qui étaient présentées en tout début. Il y a des candidats voilà, qui sont tout à fait capables de réussir. Et justement, ce qui fait la différence entre les candidats, c'est la connaissance en fait du terrain, c'est-à-dire la connaissance vraiment didactique. Autant vous avez certains, ils vont avoir toutes les connaissances, par exemple en histoire, ils sont peut-être historiens de formation, mais alors par contre, comment je le transpose en fait avec des élèves, c'est pour ça que ça demande d'être accompagné et c'est ce qui fera la différence le jour J. Ça fait d'énormes différences en termes de notation. En sachant voilà. qu'on a précisé, Elsa, qu'on délivrait des conventions de stage d'observation. Je ne sais plus si tu l'as dit avant, mais en tout cas, c'est le cas, sachez-le. Oui, Si j'ai dit vous... qu'avec vocation, il y avait la possibilité d'avoir des stages et que ça leur permettait justement de voir des mises en œuvre et puis eux aussi de s'entraîner. Alors, Bordeaux est l'académie où le concours est le plus difficile. Alors non, les académies se battent pour savoir où est-ce que c'est le plus dur. Il y en a plusieurs des académies qui sont assez difficiles et en plus, ça varie chaque année suivant le nombre de postes. Donc, je ne vais pas dire que Bordeaux est une... battra toujours Bordeaux, je dirais. La Corse restera vous toujours, pouvez être en Corse. l'académie la plus difficile. Mais d'ailleurs, il y a une année, on a eu un candidat pour la Corse. Il n'y avait qu'une seule place. Et nous l'avons accompagné, mais alors bien, bien soutenu. Et il a réussi à obtenir son concours. Donc, il a été le seul candidat à gagner cette place en Corse, quand même. Oui, Corse, et bravo à lui. il encore que Bordeaux. Bordeaux, et c'est pas simple. Hein, pour ça qu'on ne va pas non plus dénigrer les attendus et que la grille que je vous indiquais. Mais pour faire la différence entre un candidat et un autre, je vous l'assure, une très bonne connaissance didactique et pédagogique fera aussi la différence. J'ai vu que juste au-dessus de Julie, il y avait Vanessa.
Euh, Ça alors, échange des adresses mail pour se mettre en contact pour préparer le concours. C'est une très belle initiative, très bien. initiée par David et Vanessa qui sont sur l'Académie de Nice. Donc, effectivement, n'hésitez pas à vous C'est mettre en bien, contact. oui, oui. Et Nice non plus, c'est pas simple, mais c'est Non, mais il y a le possible. soleil. Ouais, et puis on a amené des candidats qui l'ont eu. Donc c'est très bien. Bravo Oui. pour cette initiative, David. Et c'est aussi tout le principe avec Vocation CRPE. Il y en a plein qui justement échangent. Ça permet d'avoir un petit groupe pour se soutenir et préparer le concours. Donc n'hésitez pas. Voilà. Et Vanessa, j'ai vu que vous aviez pris un rendez-vous. Je ne sais pas quand est-ce que c'est, mais en tout cas, du coup, on échangera de manière individuelle par téléphone. Je vous rappellerai du coup le moment que vous aviez choisi. Et je pense qu'on est bon. On n'a pas l'air d'avoir de questions. Donc, on va vous souhaiter une bonne soirée. Super, à Bonne... demain, Vanessa, dans ce cas-là. Et passez une très bonne soirée. Et si jamais vous avez des questions, vous avez nos coordonnées sur le site internet. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un email ou sur Instagram ou sur Facebook, comme vous voulez. Merci encore, Elsa. Passez une